Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. On va parler de la droite naturellement et de la rentrée politique, mais quand même un mot sur la reprise de l'épidémie qui se traduit avec ce chiffre. 2/3 des lits Covid, comme on dit, sont occupés dans les Bouches-du-Rhône. La situation clairement se dégrade. Est-ce à dire que les consignes de distanciation sociale, etc., les gestes barrières n'ont pas été suffisamment respectés? On a naturellement assisté cet été à une forme de relâchement, peut-être compréhensible. Après le confinement, il y a eu une volonté de retrouver des liens sociaux, familiaux, amicaux, et peut-être on en paye un peu le prix. Donc il faut retrouver les comportements de vigilance, et puis il faut prendre des mesures de protection. Par exemple ? Aussi, il faut une réserve sanitaire beaucoup plus forte pour nos EHPAD. La tension est déjà là dans les EHPAD, je le vois dans mon département. Je pense aussi qu'il faut éviter la conjonction entre la grippe classique et le Covid, parce que là, l'hôpital n'y résisterait pas. Et comment on fait ? On incite à la vaccination ? Il y a une grande campagne de vaccination qui est lancée, c'est bien, mais je propose qu'elle soit obligatoire, notamment pour tous les personnels de santé et pour les personnes en EHPAD et pour sans doute les personnes vulnérables. On pourrait le décréter, on pourrait décider de rendre obligatoire un vaccin pour les personnes à risque, en particulier. C'est une décision du gouvernement. Cette option n'a pas été retenue. Il y a une incitation qui est forte, mais tous les spécialistes s'accordent à dire que si on a les deux phénomènes en même temps, notre capacité hospitalière sera une nouvelle fois dépassée. On voit les tensions qui existent déjà. Sur les 4 derniers mois de l'année, les tests de dépistage ont coûté 1 milliard d'euros au compte public, alors que le seuil de 1 million de tests est désormais dépassé. Ce chiffre va sans doute progresser dans les semaines qui viennent. Le dérapage des dépenses de santé, c'est plus du tout un sujet ? Il y a une priorité aux politiques de santé, donc la prise en charge doit suivre. Aujourd'hui, on ne peut pas contingenter le remboursement des tests. Et je trouve qu'il y a même eu notamment sur les masques, ça aurait dû être à l'assurance maladie de prendre en charge pour les familles, et notamment pour les familles qui ont des enfants scolarisés au collège ou au lycée. Des masques gratuits pour tout le monde ? Oui, parce que ce sont des équipements de protection, de prévention. Il vaut mieux payer des masques avant que des journées en réanimation qui coûtent 4 000 € à l'assurance maladie. Donc la question des finances publiques n'est plus un sujet pendant cette période de crise sanitaire. Il faut l'assumer. Ça reste un sujet, mais il n'y a pas un arbitrage entre la santé et le budgétaire. C'est la santé, bien sûr, qui doit être une priorité absolue, et aussi les politiques de prévention que depuis des années, bien avant ce gouvernement, on a trop largement délaissées. La santé est naturellement une priorité en cette rentrée, mais la sécurité aussi. Est-ce que vous soutenez, par exemple, la démarche du ministre de l'Intérieur contre le séparatisme, et notamment la façon de s'en prendre aux associations ou aux médecins qui font, par exemple, des certificats de virginité? C'est une bonne manière de prendre le problème aux associations qui iraient à l'encontre des lois de la République. Je soutiens naturellement la démarche qui réaffirme la primauté des valeurs de la République sur les valeurs ou les règles religieuses. J'ai vu ce sondage extraordinairement inquiétant qui indiquait que des jeunes de confession musulmane, pour les 3/4 d'entre eux, considéraient que les règles religieuses étaient supérieures aux lois de la République. C'est un échec considérable pour notre pays, pour son modèle républicain. Donc, il faut lutter contre ça. Toutes les voies qui y permettront, je les soutiendrai. Mais là, on est une nouvelle fois dans le discours. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai envie de dire, comme sur la sécurité, au ministre de l'Intérieur d'arrêter quelque peu son cinéma et sa surenchère de mots. Il faut agir. Mais où est-ce que vous voyez du cinéma, Éric Ciotti ? Le fait de s'emparer d'un sujet ? En permanence. Qu'est-ce qui est fait ? Je prends un exemple. J'ai proposé à l'Assemblée nationale d'interdire le port du voile ou de signes religieux lors des sorties scolaires. Le gouvernement s'y est opposé. Est-ce que cette mesure sera dans le texte de loi du gouvernement ? Arrêtons avec les mesurettes, ayons le courage d'agir, de mettre un coup d'arrêt à la montée du communautarisme. Moi, j'attends de voir. Je soutiens naturellement toute démarche qui permet de lutter contre le séparatisme. Le discours du président de la République était un beau discours, mais s'il n'est pas suivi d'actes, c'est le problème de ce pouvoir. Il parle bien, mais il agit creux, ou il agit mal, ou il n'agit pas. Alors, passons du temps des mots au temps de l'action. Juste pour avoir votre avis sur le collectif citoyen, ça se passe à Lyon, qui a porté plainte contre le préfet. Ces Lyonnais, ils attendent que la police s'occupe d'eux. Ils ont lancé une procédure, ils demandent des effectifs, ils estiment qu'ils sont victimes d'incivilité, de nuisances sonores. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Je comprends la colère de nos concitoyens. Cette colère, elle est de plus en plus forte.
et elle est à la hauteur de la montée de la violence. On voit que depuis 10 ans, les homicides et les tentatives d'homicide ont augmenté de 50% dans notre pays. Chaque jour, il y a un fait divers. Dimanche, à la gare du Nord, une personne qui a été égorgée. Hier, cette fusillade à Toulouse. Hier soir, Drancy. Ces faits se multiplient et il faut la naïveté du ministre de la Justice pour considérer que l'insécurité ne se développe pas, que c'est simplement un sentiment. Mais j'ai envie de dire à M. Dupond-Moretti, mais dans quel monde vit-il pour ignorer cette réalité qui est celle des Français? Donc, je comprends cette colère. C'est à l'État d'y répondre. C'est pas aux citoyens, parce que aujourd'hui, on voit de plus en plus cette volonté de faire sa propre sécurité. C'est le risque. C'est une menace, bien sûr, qu'il y ait demain ces réactions qui pourraient être violentes. Ce face-à-face qu'évoquait un jour Gérard Collomb. Ouais. Donc, on y est presque. Il faut que l'État réagisse, et pas simplement dans les paroles. Vous savez ce que dit la majorité quand elle vous entend parler comme ça de la sécurité? Elle dit la droite n'a rien d'autre à dire et a fait de la sécurité son thème de rentrée. C'est le seul créneau qui lui reste. Je crois que ce n'est pas le sujet de la droite, c'est le sujet des Français. Tous les jours, cette insécurité gangrène la vie quotidienne de nos concitoyens, porte atteinte à ces libertés. Il n'y a pas de posture politicienne, c'est ça que vous voulez dire? Celle des plus fragiles. C'est un sujet majeur. Et les Français le disent, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les Français. Et notre devoir, c'est d'apporter des réponses. Est-ce que vous croyez, Éric Ciotti, en une candidature de François Baroin? C'est à François Baroin de mais le vous, dire. Est-ce que vous y croyez? Je l'espère, parce que François Baroin a ses qualités, a cette force de conviction, cet enracinement. Après, c'est un choix personnel. François Baroin est mon ami, quelle que soit sa décision. Naturellement, je la respecte. Il paraît qu'il a pris sa décision, c'est ce qu'on a lu dans la presse ce week-end, et qu'il n'ira pas. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'est le cas, nous serons en difficulté, c'est clair, et il faudra que dans l'unité, le rassemblement, nous trouvions une solution, sans doute au lendemain des élections régionales, sans doute au lendemain aussi de cette période de crise, parce que je ne crois pas que ça soit vraiment à ce stade la préoccupation des Français de se soucier de qui sera encore candidat à l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. La droite doit se rassembler, s'unir. Je crois qu'on a un message à porter. On a un message très clair. Moi, je souhaite que, naturellement, notre famille politique porte ce message, parce qu'elle incarne, je ne revois pas dans le bilan de ce gouvernement et du président Macron, beaucoup de réussite. Il y a eu des directions qui ont pu laisser croire à nos électeurs que ça allait dans le bon sens, mais quand, je le redis, on voit les actes, sur l'immigration, sur la sécurité, considérez que vous sur avez le chômage, encore des choses à dire. Sur la gestion de la crise sanitaire, je ne trouve pas beaucoup d'éléments très positifs dans ce bilan. Éric Ciotti, j'ai quelques questions à vous poser rapidement. Vous n'avez pas encore de candidat. Le projet, il faut peut-être... On a avancé sur le projet. Vous avez avancé. Le mode de désignation, vous ne l'avez pas encore. Le mode de désignation, on va y travailler d'ailleurs ce matin. Moi, je propose qu'il soit défini, arrêté. Il y a des statuts aujourd'hui, mais qu'il soit arrêté au mois d'avril prochain, après les élections régionales et départementales. Au final, est-ce que ce n'est pas Christian Estrosi qui a raison? En disant qu'il faut se rassembler autour du candidat de droite qui est le plus proche de nos convictions. Christian Estrosi a adressé qui est Emmanuel Macron. Il a dressé un diagnostic de nos difficultés. Ce diagnostic sur nos difficultés, on peut le partager. En revanche, je ne partage pas du tout sa conclusion. Je crois, je vous le redis, que notre famille politique doit porter l'espérance de l'alternance. On n'a rien à voir, je le dis très clairement, avec ce qui est fait aujourd'hui. Et je crois qu'on a une autre voie à proposer. Merci beaucoup, Éric Ciotti.